invité des matins, Jean-Pierre Philu. Bonjour Jean-Pierre Philu. Bonjour. Chercheur à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient, historien. On vous a entendu régulièrement sur cette antenne pour nous parler de la Syrie. Vous êtes sans doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, allez, spécialiste ou presque, avec quelques d'autres. On ne va pas froisser Inès Le Verrier. De la Syrie, Jean-Pierre Philu, Je vous écris d'Alep, un livre qui raconte votre mois de juillet, le mois de juillet dernier à Alep, au cœur de la Syrie en révolution. C'est publié chez De Noël. Cette Syrie, cette ville d'Alep, quand même déclarée quasiment comme zone interdite pour les journalistes, on va dire, et on va commencer l'émission en la dédiant et en pensant, il y a une pensée émue pour les otages qui y sont en ce moment, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Thorez. Effectivement, Didier et Nicolas sont deux amis proches. Tous deux m'avaient proposé de les accompagner dans le nord de la Syrie. J'ai donc longuement hésité avant de finalement faire le pas et d'y aller avec un autre ami très proche, Amar Abdrabbo, qui a réalisé la couverture de ce livre, qui est photographe franco-syrien et qui avait pour lui 2 séjours antérieurs. Mais j'ai considéré, le mot peut paraître un peu galvaudé, que c'était mon devoir d'y aller. Un médecin peut contribuer avec les outils de sa profession, un photographe peut prendre des images. Je suis, vous l'avez rappelé, historien et arabisant, et je voulais montrer comment cette révolution se déployait dans l'histoire et profiter effectivement de ma compétence d'arabisant pour être directement en relation avec les acteurs de ce grand mouvement historique. Et nous sommes en compagnie de Claude Guibal pour cette émission jusqu'à 9h. Bonjour Claude, chef du service diplomatique international de France Culture. Dites, vous n'y allez pas de main morte, hein, vous faites très alépin, Jean-Pierre Philu, pour parler d'une situation ô combien grave et dramatique. Qu'est-ce qu'on va kiffer ? Oui, voilà, l'Nkayef, c'est une expression locale qui prouve d'ailleurs que ces alépins ont l'humour au bord des lèvres, il le faut d'ailleurs, c'est une façon pour eux de se protéger contre les bombardements, contre les destructions, contre les ruines, mais c'est aussi une façon de célébrer chaque jour la libération malgré tout, et entre autres la libération de la parole. Alors pourquoi zone interdite ? Zone interdite du fait de ces mafias qu'on peut qualifier différemment, mais qui aujourd'hui ont vraiment systématisé l'enlèvement de tous les témoins étrangers, que ceux-ci soient journalistes, médecins, historiens, représentants d'ONG. Et donc la chance que j'ai eue, c'est effectivement cette pratique courante de l'arabe local et le fait que ma barbe et le reste faisaient que je pouvais passer totalement inaperçu. J'ai refusé. Vous vous êtes fait passer pour un Syrien, véritablement, comme on sait qu'il y a des journalistes qui se sont fait passer pour des Chinois ou des Noirs, arrivant avec des subterfuges incroyables à se dissimuler. Vous, au fond, on n'a pas l'image, quoi que ceux qui iront voir sur le site, peut-être, avec la tête que vous avez et votre pratique parfaite du syrien, vous pouvez dire je suis syrien et réellement, ça vous cache. En tout cas, c'était le cas pendant tous les déplacements qui, comme chacun sait, sont les moments les plus délicats. Je suis passé à l'endroit où Didier, François et Édouard Elias ont été kidnappés. J'y suis passé 2 fois, à l'aller et au retour, par définition. Et donc à ce moment-là, il faut effectivement avoir l'air le plus local possible. Et c'est un choix de s'abstenir de toute protection. Il faut voir qu'aujourd'hui, la plupart des étrangers, quels qu'ils soient, ONU ou autres, sont lourdement protégés. Et je pense que cette protection n'en est pas une, qu'elle est au contraire un paratonnerre qui attire les différents voyous, les différentes bandes, les différents services d'espionnage qui veulent effectivement grossir leur matelas d'otages. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes habillé comment ? Vous vous comportez comment ? Ça veut dire qu'on est habillé comme tout le monde et qu'on leur claque la main quand il le faut, claque la bise à d'autres moments et qu'on circule de la manière la plus détendue comme eux le font malgré les tirs des francs-tireurs, les bombardements et l'environnement de guerre qui est permanent. Vous dites à Alep, ça n'est pas la charia la vraie menace, ce sont les obus. Il est certain que la mort est présente à tout moment. Notamment... Vous courez tout le temps pour déjouer l'attention des snipers ?
Oui, parce qu'il faut voir que Alep est une ville merveilleuse, hein. J'y ai séjourné pour la première fois à 18 ans. J'ai une relation très intime. Maintenant, j'en ai 51. Donc, avec cette ville. Et déjà à l'époque, donc en 1980, la citadelle mamelouk qui est au cœur d'Alep servait de bastion pour les batteries et les mitrailleuses du régime. À l'époque, c'était le papa de Bachar el-Assad. Ça tuait un peu moins, mais ça avait quand même tué 2000 personnes en quelques mois. Et là, on a ce qu'on appelle les routes du paradis, qui sont d'ailleurs signalées, hein. Il y a des panneaux urbains, hein, pour prévenir. Attention, route du paradis. Attention, franc-tireur consciencieux. Alors, quand on voit ça, on sait que c'est très, très dangereux. Et du fait de la position centrale de cette citadelle, elle pourrit la vie à 1 million d'Alépins, vu qu'elle ne contrôle pas uniquement une ligne de front, comme ça a pu être le cas à Sarajevo ou à Beyrouth, mais elle contrôle un réseau en étoile de routes qui divise pratiquement chaque quartier. Donc il faut le savoir avant de traverser. Et donc la photo de couverture du livre, c'est en fait la transformation d'un lieu de mort en lieu de vie, donc avec des tentures qui sont des tentures très colorées, mais qui sont fondamentalement des tentures pour éviter que les tireurs embusqués puissent abattre les personnes qui passent, avec, ça a été prouvé récemment par un témoignage publié par la BBC, une prédilection systématique sainte. Et alors, Jean-Pierre Filiu, comment dénouer et nommer réellement ce territoire d'Alep? D'un côté, zone interdite, mais aussi zone libérée. Donc à chaque fois que j'ai mis libéré, je l'ai mis entre guillemets pour reprendre la terminologie révolutionnaire qui considère qu'il y a la zone libérée, qu'il contrôle depuis plus d'1 an, et la zone pas encore libérée, hein, qu'on peut qualifier de gouvernementale, mais sûrement pas de pro-Assad, vu que j'ai eu régulièrement par Skype, parce qu'il faut voir qu'on n'arrête pas de communiquer en Syrie, des contacts avec des personnes, des civils, hein, de l'autre côté, qui sont littéralement pris en otage par le régime Assad. Et il faut voir que, paradoxalement, on vit mieux dans la zone libérée malgré les bombardements que dans la zone gouvernementale, parce que l'armée d'Assad n'alimente que ses propres troupes et ses supplétifs iraniens, russes ou libanais, et se désintéresse du sort de la population, alors que par définition, la zone révolutionnaire ne pourrait pas se permettre ce type de mépris, parce que sans le soutien de la population, vu le rapport de force, elle serait condamnée. Mais Jean-Pierre Filiu, est-ce que cela veut dire que c'est réellement, comme vous le dites plusieurs fois, là, le labo de la Syrie, voire du Moyen-Orient de demain? Est-ce que parfois l'émotion que l'on sent dans votre texte ne vous fait pas être un peu trop, s'il fallait vous taquiner un peu, mais angélique? Tout ne va quand même pas très très bien non plus. Ah, j'ai de longs chapitres sur les mafias armées, sur ces katibas qui sont à l'évidence constituées, donc ces katibas, ce sont ces unités militaires qui sont à l'évidence constituées de voyous, hein. C'est facile de les reconnaître en Syrie, ils sont tatoués. Le tatouage n'est pas à la mode en Syrie, hein. Si on est tatoué, c'est qu'on a un passé délinquant lourd. Et quand on voit une katiba soi-disant djihadiste composée exclusivement de militants tatoués... Alors, katiba, c'est une brigade. Voilà, brigade, bataillon. Combien de personnes en général, ça? Ben justement, on s'appelle très vite Katiba pour un peu peser dans à la fois le jeu local et dans la foire médiatique, vu que chaque Katiba a son logo. Et j'ai vu des chefs de Katiba furieux parce qu'il y avait eu des reportages qui ne mentionnaient pas le logo de leur unité. Et donc, il faut voir que cette apparition anarchique des Katibas correspond en fait à la nature de la révolution syrienne qui émerge par le bas et qui effectivement suscite des groupes enracinés localement. J'ai même croisé une Katiba exclusivement féminine sur laquelle j'émets quelques doutes sérieux quant à sa nature révolutionnaire. Je pensais avant tout à un piège à gogo du Golfe pour justement financer ces soi-disant combattantes. Donc je ne fais preuve d'aucune illusion à l'égard de ces combattants, mais je suis très frappé de voir que la population non plus. C'est-à-dire que c'est la première fois, hein, j'étais en Afghanistan, Palestine, Somalie, dans un certain nombre de terrains de guerre,
que je vois une population aussi critique envers ses combattants, qui ne les idéalise pas du tout et qui pense que c'est un pis-aller. Et il y a d'ailleurs des graffitis très frappants où on voit des kalachnikovs brisés avec l'inscription dès que nous aurons gagné, nous les casserons. Claude Guibal. Oui, quand elles disent dès qu'on aura gagné, nous les casserons, de qui parle la population? Est-ce qu'elle parle des soldats de l'armée de l'ALS, l'armée de libération de la Syrie? Est-ce qu'elle parle des katibas djihadistes? Est-ce qu'elle parle des djihadistes étrangers? Est-ce que la population à Alep, vous l'avez senti faire la distinction? Ah oui, vous savez Jean-Pierre que Filu. La conscience politique des Syriens en général et des Alépins en particulier est aiguisée par le fait qu'un mauvais jugement politique peut entraîner la mort. Donc on devient très très bon dans l'analyse. Donc il y a un rejet des djihadistes qui est général, qui sont perçus, ressentis et rejetés comme des étrangers. Oui, comme parce que pour les gens qui nous écoutent, quand on parle aujourd'hui de la rébellion syrienne, on a cet amalgame qui a tendance à être fait avec les djihadistes, avec Al-Qaïda. La rébellion syrienne, c'est quelque chose de complexe, rentrons dans les détails. Alep, pour parler de ce que j'ai vu, c'est une brigade à peu près rattachée donc, à l'armée syrienne libre, qui est la brigade Tawhid, donc unification, avec environ 10 000 combattants et quelques centaines de combattants dans chacun des deux grands groupes djihadistes. Donc Nusra d'un côté et la branche irakienne d'Al-Qaïda de l'autre. J'ai essayé évidemment de les éviter, mais je suis quand même tombé à un moment sur un jeune que je qualifie poliment écervelé, membre de la branche irakienne d'Al-Qaïda, ce qui m'a permis d'ailleurs de comprendre ce que le combattant djihadiste de base pense, c'est-à-dire pas grand-chose. Racontez-nous cette rencontre. C'était par chance, vraiment, parce que moi, dès que je voyais un djihadiste, non seulement je passais sur le trottoir d'à côté, mais j'essayais de faire demi-tour. Et donc, je suis tombé sur ce djihadiste qui draguait une jeune fille chez son papa, ce qui déjà prouve qu'il avait quand même des principes djihadistes un peu mouvants, et qui en fait voulait l'impressionner avec sa pureté idéologique. Je crois qu'il était passé chez les djihadistes pour conquérir sa belle, et que d'ailleurs 2 mois plus tôt il n'y était pas. Je pense que 2 mois plus tard il ne peut ne plus y être. Donc l'idée qu'on aurait une espèce de phalange constituée de djihadistes qui appliqueraient de manière implacable les ordres d'Al-Qaïda et d'ailleurs, correspond pas en tout cas à ce que j'ai vu. Et puis j'ai vu surtout tout le quartier, excusez-moi de l'expression, se foutre de sa gueule en disant mais vraiment c'est n'importe quoi ce que tu racontes, arrête de déconner. Mais vous dites que c'est un visage découvert. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des blagues, des réflexions des Alépins qui auraient été inimaginables sous Bachar al-Assad, une sorte de manière de s'apostropher, de se dire les choses qui n'existaient pas auparavant. Il faut voir, moi j'ai connu Alep où pour un mot mal placé, on pouvait disparaître pendant des années et parfois ne jamais réapparaître. Donc cette espèce de jubilation à traiter n'importe quel âne qui passe de Bachar, à se lancer des algarades d'une voiture à l'autre, et à se moquer de toutes les milices, en leur disant les yeux dans les yeux, si tu crois que tu vas nous traiter comme les salopards d'avant nous traiter, jamais. Nous te tolérons parce que tu te bats, mais si tu crois que tu vas en tirer un pouvoir sur nous, nous te combattrons comme nous les avons combattus. Et c'est dit de manière cinglante. Et il y a un maire à Alep. Il y a un maire à Alep, alors là aussi... Il se bat avec ses ventilateurs. Voilà. Et alors le maire d'Alep, au-delà du fait qu'il est donc il faut voir que Alep, dans ces conditions, c'est 5% de l'industrie qui refonctionne, 20% du commerce. On est dans un lieu où il y a des bombardements quotidiens. Donc ça veut dire que l'électricité a été rétablie, il y a 5 lignes d'autobus, il y a le bac, les épreuves du baccalauréat se sont déroulées. Et alors, moi j'ai beaucoup pratiqué les bureaux du temps des Assad, où on allait de salon en salon, il fallait généralement graisser la patte pour accéder au chef. Le maire d'Alep, on sait exactement où il est, parce qu'il est au milieu d'un grand bureau paysager, et tout le monde lui crie dessus. Et il a des cernes jusqu'au bas des joues, parce que tout le monde exige le service public tout de suite. Et alors, il essaie de faire face, mais on voit le renversement littéralement révolutionnaire, c'est-à-dire que l'autorité
est censé être au service du peuple. Hein, et quelque chose d'aussi... Et il affirme, lui, clairement, ça, il le dit régulièrement. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs... Et les milices, il les provoque vraiment très fortement. Complètement. D'ailleurs, il sait qu'il... Mais il risque sa vie, cet homme. Ah oui, il risque sa vie, mais en même temps, lui par exemple, c'est un petit entrepreneur d'informatique, hein, donc il vient pas du tout de l'administration, c'est pas le parti ceci, le parti cela, et donc il croit en une Syrie libre et libérée, et il refuse d'en passer par les diktats des maîtres d'avant ou d'aujourd'hui. Ça a quel goût, le chameau fromage blanc friqué? Ah, c'est tout à fait délicieux, surtout quand on le goûte dans la mosquée de Salah ed-Din, qui est donc sur la ligne de front, qui est percée de trous d'obus de partout, mais qui a été nettoyé au cordeau par la population et qui a installé une cantine populaire, hein, où donc pour le premier jour du Ramadan, on a le chameau qui est censé vous donner pendant 1 mois à la fois l'énergie et l'entêtement du chameau, donc vous permettre d'affronter tous les obstacles d'Alep. Voilà. C'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Une conférence réunissant les protagonistes de la guerre civile syrienne sous le contrôle de leurs protégés respectifs est censée se tenir à Genève le mois prochain, à la fin du mois prochain. Elle devrait désigner une autorité transitoire dotée des pleins pouvoirs exécutifs, capable de mettre fin au conflit et de préparer des élections démocratiques, sortir le pays du chaos où il s'enfonce chaque jour davantage. Mais les observateurs doutent de plus en plus que cette conférence, dite Genève 2, puisse réellement se tenir. Pourquoi ? D'abord parce que les Russes et les Américains, concepteurs de cette conférence, n'ont jamais précisé si le départ de Bachar el-Assad et de son clan constituait ou non un préalable à la mise en place d'une telle autorité transitoire. Pour les Américains, la réponse est évidemment oui. Pour les Russes, évidemment non. Alors ça ne simplifie pas les choses. Ensuite, parce que l'opposition au régime est tellement affaiblie politiquement par ses divisions internes qu'elle n'a pas intérêt à venir les étaler devant ses protecteurs respectifs. Le Conseil national syrien, composante de la coalition nationale syrienne, a déjà prévenu qu'il ne tolérerait pas la présence à Genève d'autres représentants que lui-même à la table des négociations. Sur le terrain, l'armée syrienne libre voit se multiplier les défections. Une douzaine de groupes insurgés l'ont récemment quitté pour rejoindre les djihadistes de Al-Nosra, liés à Al-Qaïda. Il faut dire que la timidité des parrains occidentaux, la rapidité avec laquelle l'administration Obama s'est ruée sur la porte de sortie proposée par Vladimir Poutine pour éviter d'avoir à tenir parole, ont largement décrédibilisé ceux des insurgés réputés soutenus par l'Occident. Mais la Syrie, il faut le comprendre, n'est qu'un pion sur cet échiquier moyen-oriental pour les Américains. La pièce qui intéresse le plus Washington, c'est l'Iran. Or, le régime des mollahs semble prêt à renoncer à l'arme nucléaire, ou bien cherche-t-il seulement à amuser la galerie en gagnant du temps ? En tous les cas, l'idée qui domine à Washington est qu'il faut essayer de prendre Téhéran au sérieux et donc ne pas provoquer l'Iran à travers son allié syrien. De toute façon, l'opinion publique américaine est lasse des interventions extérieures lointaines et ne soutiendrait pas les bombardements ciblés sur les forces pro-Assad que lui réclame la coalition nationale syrienne. En outre, Washington doit faire face à l'autre grand protecteur de Bachar, Moscou. L'accord russo-américain du 14 septembre dernier s'est traduit par la cessation des livraisons d'armes américaines aux forces de l'opposition et elle a démontré combien était décisive l'implication des Russes dans un conflit dont ils font mine de croire qu'il risque de déborder un jour jusque dans le Caucase. Les Américains jouent avec Poutine parce qu'ils espèrent qu'il finira par lâcher El-Assad si on leur offre la garantie que le pouvoir qui lui succéderait ne léserait pas les intérêts russes en Syrie. De l'autre côté, la lutte d'influence à laquelle se livrent l'Arabie Saoudite et le Qatar pour le soutien aux groupes armés islamistes, le Qatar soutenant ceux qui sont manipulés par les frères musulmans et les Saoudiens les autres, contribue à affaiblir là encore l'opposition. En l'état actuel des choses, Bachar el-Assad conserve donc bien des cartes en main dans un jeu tragique qui a déjà coûté la vie à 115 000 personnes et provoqué l'exil hors de leur pays de près de 2 millions de Syriens. Au fait, François Hollande s'est déclaré prêt à en accueillir 500,
récemment. Oui, vous avez entendu, 500. Alors même que notre diplomatie, à travers les illusions qu'elle a nourries dans la population syrienne sur une implication militaire possible, a des responsabilités dans cette situation. La semaine dernière, on s'en souvient, la France politique se déchirait sur le cas de la famille d'Ibrani. On n'a entendu aucune voix plaider la cause des centaines de milliers de familles qui s'apprêtent à passer l'hiver sous des tentes en Turquie, au Liban et en Jordanie. Pas la moindre manif lycéenne pour eux. Curieuse inconséquence. La chronique de Brice Couturier à réécouter sur franceculture.fr. Jean-Pierre Filiu. Alors effectivement, la paix, tout le monde la veut, mais chacun la veut à son profit. Mais je voudrais simplement rappeler comme historien qu'une conférence de paix fait rarement la paix. Même si on la fétichise comme étant le véhicule privilégié pour y arriver. Je ne reviendrai pas aux conférences qui ont suivi le premier conflit mondial et qui sont largement la cause des conflits actuels au Moyen-Orient. Je ferai référence tout simplement à la conférence de Madrid en 1991, où on nous a chanté les mérites de la paix qui allait en sortir au Proche-Orient. 2 ans après, il ne se passait rien. Il a fallu qu'Israéliens et Palestiniens discutent clandestinement et directement en Norvège pour déboucher sur les fameux accords d'Oslo. Aujourd'hui, on est dans une situation encore pire qui fait qu'on a complètement perdu de vue la réalité du terrain syrien, pour les raisons que je décrivais tout à l'heure, que toute une série de forces, à commencer par le régime, ne veulent plus qu'on y accède. Donc nous travaillons avec des mythes, avec des illusions qui sont alimentées par des diplomates tout à fait conséquents, tout à fait dévoués, mais qui n'ont plus la moindre idée de ce qui se passe sur le terrain. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai été pendant 20 ans un agent heureux du Quai d'Orsay et je sais comment ça se passe. Et donc on a une déconnexion entre des diplomates arabisants, je ne veux pas faire de corporatisme, mais c'est la réalité, qui eux disent il faut... Tant qu'on n'a pas cogné, excusez-moi d'être aussi direct, un petit peu sur ce régime, 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien ne peut se passer. Et des espèces de fétichistes de la négociation pour la négociation, qui ont trouvé dans l'accord sur les armes chimiques une espèce de nirvana où ils peuvent pendant des semaines se délecter de mission contre mission, rapports, etc. Et même obtenir un prix Nobel. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la NSA et de comment elle nous espionne dans le monde entier. Je voudrais simplement que les auditeurs imaginent l'hôtel Four Seasons à Damas, qui est tout simplement truffé de micros, de caméras à tous les étages, où les inspecteurs de l'ONU n'ont plus aucune intimité, ce qui permet d'ailleurs d'en tenir un certain nombre pour qu'ils fassent les rapports qui vont bien au moment où ça conviendra aux Syriens. Et tout ça nous est repeint sous les couleurs de la soi-disant légalité internationale. C'est une mascarade qui serait rigolote si elle n'était pas tragique pour les Syriens qui continuent de mourir par centaines tous les jours. Claude Guibal. Ce qu'il peut y avoir de tragique en plus, c'est que cet accord sur le chimique masque le problème essentiel de cette guerre, qui sont ces 115 milliers de personnes mortes depuis 2 ans par des armes conventionnelles, et réinstitue en quelque sorte Bachar el-Assad et le régime comme interlocuteur de la communauté internationale en vue de cette conférence de Genève 2. Ce que masque aussi cet accord sur le chimique, on parle de ces inspecteurs qui sont aujourd'hui autorisés à se rendre sur les lieux de production des armes chimiques aujourd'hui, mais l'aide humanitaire essentielle en Syrie depuis 2 ans, l'aide transfrontalière, n'est toujours pas possible. Jean-Pierre Filiu. Alors effectivement, on a un fonctionnement de l'ONU qui, je crois, atteint les limites de la décence. Aujourd'hui, seule la Syrie de Bachar el-Assad est reconnue comme interlocuteur par nous, c'est-à-dire par la communauté internationale représentée par les Nations Unies. Ce qui veut dire que si Bachar el-Assad interdit l'aide humanitaire dans les zones tenues par la révolution, elle n'y arrivera pas. Donc c'est la double peine pour les populations les plus opprimées, parce que non seulement l'ONU ne les aide pas, mais en plus l'aide arrive à ceux qui les bombardent. On n'a jamais vu une situation de ce type, ni en Afghanistan, ni en Somalie, d'autant que, et je peux témoigner pour Alep, le bilan qu'on donne de 115 000 morts est le bilan minimal. Pendant le temps où j'étais à Alep, j'ai vu des scènes atroces, j'ai vu beaucoup de morts, et je sais que les bilans qui, pendant
que je me trouvais à Alep sortaient étaient nettement sous-évalués. Donc on peut imaginer, en plus avec les disparus, avec toutes les zones où personne n'a accès, qu'on est bien au-delà du chiffre de 120 000 morts. Mais surtout, il faut savoir que toute cible humanitaire est immédiatement bombardée. C'est-à-dire que les hôpitaux doivent être clandestins, doivent fonctionner dans des caves, avec des noms de code, parce que c'est une guerre où Bachar el-Assad considère que toute institution de type civil est une cible immédiate, et les Russes l'aident dans ce cas, vu que ce sont sans doute eux qui lui fournissent les mécanismes de détection radioélectrique qui permettent, quand il y a un nombre suffisamment important de densité de communication, immédiatement de bombarder. Donc on a des crimes de guerre dont un des parrains de Genève est directement responsable. Oui, et puis vous dites bien effectivement que chaque obus qui tombe sur Alep est bien manufacturé obus russe. Nous parlions, et l'objet de la chronique de Brice, entre autres, sur la question des réfugiés, des exilés, et puis de tous ces morts, bien sûr, depuis 30 mois. Écoutez, c'est Tanguy Bloom qui l'a joint. Je vous préviens tout de suite, la qualité du son va être très mauvaise. Mais c'est un témoignage que nous avons pu avoir, le témoignage de Faiza D, jeune réfugiée syrienne de 19 ans qui vit en ce moment dans un camp au Liban. Elle a réussi à écrire le récit justement de sa vie en ce moment. J'ai connu l'enfer, c'est aux éditions Plomb. Le livre a été écrit avec l'aide de Djenan Karé-Taguer qui nous a aidé à traduire ses propos. C'était hier au téléphone, cette jeune réfugiée syrienne, Faiza D, au micro de Tanguy Bloom. Il y a quand même beaucoup de difficultés. Surtout ici, la vie quotidienne au Liban, c'est très cher pour nous les Syriens. Évidemment, je vis avec la difficulté de tout ce que j'entends, des nouvelles qui me viennent de Syrie, de ce que les gens peuvent endurer sur place aussi. C'est plus terrible que chez nous. Moi, je suis dans un coin, mes frères et sœurs sont ailleurs, c'est très dur à vivre. Eux sont en Syrie et moi, je suis ici. C'est difficile, surtout qu'il faut dire que les Libanais nous traitent très mal à nous, les Syriens. Il faut dire que l'armée syrienne était au Liban, elle les avait bombardés, donc ils ne nous aiment pas trop. Évidemment, je ne parle pas de tout le peuple libanais, mais je parle quand même de la grande majorité qui semble avoir un contentieux avec nous. Est-ce que vous avez envie de revenir en Syrie ? Et bien sûr, beaucoup, énormément. Nous sommes tout le temps en train de pleurer. Nous avons juste envie d'une chose, revenir dans notre pays. C'était très dur, j'ai connu l'horreur. Ça ne peut être que mieux, de toute façon, ça ne peut être que mieux. Ça ne peut pas être pire que tout ce que j'ai connu depuis le départ. Évidemment, depuis même bien avant la guerre, la vie n'était pas facile pour nous. De toute façon, si la vie avait été facile, nous n'aurions pas mené cette révolution que nous avons menée. Mon père a été arrêté sans raison, avant la guerre. Est-ce que vous attendez quelque chose des pays occidentaux ? Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. J'attendais énormément. Mais franchement, maintenant, je crois qu'ils sont juste en train de nous mener en bateau. Ils travaillent pour leurs seuls intérêts personnels, mais certainement pas pour nous. Voilà, donc Faiza D au micro de Tanguy Bloom, depuis qu'un camp de réfugiés au Liban. Faiza D, syrienne, qui publie « J'ai connu l'enfer » aux éditions Plomb. Jean-Pierre Filiu. Alors effectivement, c'est un témoignage très, très poignant. Faiza vient de la ville de Zabadani, qui est proche du Liban, qui est une ville qui était un petit paradis à côté de Damas, mais qui a été littéralement martyrisée parce que la révolution l'avait libérée très tôt. En même temps, vous l'avez entendu, elle ne renie rien de sa détermination à voir la fin de ce régime. Et ça me rappelait un témoignage que j'ai recueilli d'une jeune fille qui à peine plus âgée que Faiza, et qui me disait « c'est parce que nous voulons la vie que nous sommes entrés en révolution, c'est parce que nous voulons la vie que nous l'amènerons jusqu'au bout. Si nous voulions la mort, nous aurions continué avec ce régime des Assad. » Alors Jean-Pierre Filiu, on n'oublie pas au fond que vous êtes historien, mais diplomate. Vous avez travaillé au Quai d'Orsay, vécu comme aussi diplomate, donc représentant la France en Syrie. On a l'impression, quand on parle de la Syrie, que finalement, au bout d'un moment,
régulièrement dans les réunions que nous faisons au matin avec Brice, on se dit, mais au fond, c'est toujours la même chose. On est passé par des moments de haut, par des moments de bas. Vous-même, d'ailleurs, nous avons fait des émissions avec vous, où parfois vous disiez, bon, ça y est, la fin va approcher, et puis cette fin n'approche toujours pas, tout de même, puisqu'on voit même que Bachar el-Assad envisage le scrutin de 2014 avec une sorte de sérénité. On a eu le sentiment, mais est-il vrai, est-il faux, que les diplomaties internationales avaient un peu parlé trop vite à chaque fois, pour dire une chose et son contraire, dans des temps que même la diplomatie peuvent trouver tout de même un peu étranges. Alors, à la question quand même, voilà, il y a le droit international. On dit au fond que si on n'y va pas, c'est parce qu'il faut respecter le droit international. Et on pense au livre de François Sureau, que le droit n'est pas la justice. Je crois qu'on a surtout un problème de définition de qui est la Syrie. On a cette aujourd'hui agglomérat des amis de la Syrie sans qu'ils désignent qui est la Syrie. On voit bien que pour l'ONU, la réponse est désormais claire. La Syrie, c'est Bachar el-Assad, c'est avec lui qu'on traite. Et ça l'a toujours été. Donc ça veut dire qu'on condamne à mort le peuple syrien. Si on reconnaît la Syrie dans la révolution syrienne, à ce moment-là, elle a un certain nombre de droits, et notamment celui de résister à la tyrannie, et à ce moment-là, il faut l'armer. Oui, mais ce droit-là n'est pas le droit international, qui est interdit avec... C'était pareil en Bosnie, c'était pareil en Bosnie, et on l'a fait quand même. Non, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'absolument essentiel, Jean-Pierre Filly. Vous avez dit la diplomatie occidentale, je ne sais pas si vous parliez de celle de la France ou de celle de l'Occident en général, est divisée entre des partisans de la manière forte, vous dites que c'est plutôt les arabisants parce qu'ils connaissent un peu la région, et puis des munichois, appelons les choses par leur nom, qui croient en une issue politique négociée, d'où Genève 2. Je ne vous demande pas où se situe Laurent Fabius dans tout ça, parce que ce n'est pas la question. La question, c'est les opinions publiques. Vous avez vu le Parlement britannique. Le Parlement britannique a refusé toute intervention militaire à son Premier ministre qui lui réclamait le droit d'en mener une. Donc nous voyons bien que les opinions publiques occidentales sont fatiguées, comme on dit maintenant en anglais, des interventions lointaines, Irak, Afghanistan, etc., et qu'elles ne veulent plus, et Libye, elles ne veulent plus en entendre parler. Nous avons nourri des illusions dans la population syrienne, nous les Français en particulier, en leur disant que nous allions les débarrasser de Bachar el-Assad. Nous sommes en train de démontrer que nous ne sommes pas capables de le faire, ne serait-ce que parce que nos opinions ne le veulent pas. Est-ce que la seule chose que nous devrions faire ne serait pas de venir au secours de ces 2 millions de réfugiés qui vivent aujourd'hui sous les tentes alors que l'hiver approche et que l'hiver est particulièrement rigoureux dans les endroits de Turquie où elles sont massées, pour les nourrir ou les accueillir tout simplement. Quand j'entends François Mitterrand dire nous allons accueillir 500 réfugiés syriens, je m'étonne que les lycéens qui se sont tant mobilisés, encore une fois, pour mademoiselle Dibrani, ne manifestent pas davantage pour que nous aidions davantage ces réfugiés syriens. C'est François Hollande, en l'occurrence. C'est François Hollande. Moi, je crois qu'évidemment, il y a un devoir d'assistance aux réfugiés, mais je crois que, vous l'avez entendu avec Faiza, ce qu'ils veulent avant tout, c'est ne pas partir. Et c'est vraiment leur exigence. Et si Alep fonctionne relativement, si à Alep, il n'y a pas eu d'exode vers la Turquie, c'est parce que sur place, on a des autorités locales qui ont réussi à répondre aux besoins des populations. Et à mon avis, la clé est là. Il faut permettre à ces Syriens qui ne veulent pas quitter leur pays d'y rester. Cela implique un certain nombre de choses et pas uniquement de l'humanitaire. Cela implique de leur donner les moyens de ne pas être bombardés à tout moment par des MiG ou par des Scud. Donc de toute façon, on revient toujours... Donc ça veut dire quoi? Les armées? Les armées, ils ne demandaient à aucun moment qu'on fasse la guerre pour eux. Ils veulent simplement, moi j'ai vu une offensive faite de briques et de broc avec une Kalachnikov pour 3 combattants, chacun attendant à côté de l'autre que son camarade tombe pour combattre à sa place. Mais ça nous ramène à la question du droit que vous évoquiez. Si la Syrie c'est Bachar, alors à ce moment-là, arrêtons la mascarade. Et disons une fois pour toutes que c'est le cas. Mais si la Syrie, c'est la révolution, si on reconnaît la coalition, si on a un ambassadeur de la coalition à Paris, alors ça veut dire que cette coalition est en droit légitime de demander à être armée, à être assistée directement, oui. Et c'est tout aussi légal. Oui, sauf que cette coalition, elle apparaît souvent au niveau de la diplomatie internationale comme faible. Et en interne aussi, sur le terrain syrien lui-même, c'est là la difficulté. Vous parlez de la définition de la rébellion. La rébellion, c'est quoi aujourd'hui? Il y a ces discussions sans fin sur est-ce que les djihadistes sont majoritaires ou pas dans cette rébellion, selon la lecture et selon qui donne
des informations dessus. Les uns disent qu'aujourd'hui les djihadistes sont majoritaires, les autres disent que non. Vous parlez de cette énorme partie de la population qui ne se reconnaît ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le régime, et qui veut autre chose. On a le sentiment d'un vrai problème de légitimité pour définir qui est la Syrie aujourd'hui. La coalition manque de légitimité. Aujourd'hui, elle est affaiblie. Le régime reste lui aussi affaibli par les chocs de cette rébellion depuis 2 ans, mais garde aussi du soutien. Les seuls, finalement, qui prennent, qui sont les moins affaiblis dans tout ça, ce sont les djihadistes qui, eux, continuent à avancer. Alors, comment définir ? La définition, c'est celle que le peuple syrien donne. Ça s'appelle le droit à l'autodétermination. Vous pensez bien que si Alep tient depuis 1 an ces zones libérées, c'est qu'il y a un enracinement et une légitimité qui ne se décline pas dans les couloirs des Nations Unies, mais qui est, elle, infiniment réelle. C'est pourquoi il faut revenir à l'intérieur. Et moi, je pense que plutôt que de perdre son temps à Genève et de griller à Genève des gens dont on aura besoin pour la Syrie de demain, il faut que l'ONU, par exemple, aille à Alep. Effectivement, il faudra qu'elle sorte de ces grands hôtels de Damas, mais peut-être qu'elle sera moins microphonée et filmée. Hein, ça lui donnera un peu de liberté. Et Alep, par exemple, elle peut devenir le responsable d'accords entre les 2 parties de la ville, qui permettront enfin à ces 2 millions d'habitants de circuler, qui permettront enfin aux hôpitaux et aux écoles de rouvrir dans des conditions décentes, qui permettront enfin d'enrayer le flux des réfugiés vers les pays voisins. Ça, ce serait une belle mission pour l'ONU, plutôt que de se perdre dans les miroirs aux alouettes du lac Léman. Alors, mais Bachar al-Assad le permettrait, ça ? Il les laisserait aller là ? Parce que c'est quand même la question de la circulation, elle est primordiale. Eh bien, on revient à l'éternelle question, qui est la Syrie ? Si Bachar al-Assad est la Syrie, à ce moment-là, ayons l'honnêteté de dire que nous participons collectivement à un crime de guerre qui a toutes les apparences d'un crime contre l'humanité. Et sur la question que posait Claude Guibal, alors les djihadistes, les groupes djihadistes, ils sont majoritaires ou ils sont minoritaires ? Est-ce que vous avez des moyens d'analyse, d'observation sur cette question-là, Jean-Pierre Philu? Pour Alep, j'ai donné les chiffres, 10 000 côté révolution et quelques centaines côté djihadiste. Mais là encore, il faut raisonner en flux plutôt qu'en stock. À partir du moment où l'Occident, l'ONU, se débande et laisse les forces qui sont censées être proches de lui totalement déconsidérées et désarmées, ça ouvre un boulevard aux djihadistes. D'autant que, et ça fait référence à d'autres situations, ils conservent soigneusement leur arsenal dans la perspective de la prise du pouvoir après. Et aujourd'hui, les djihadistes liquident des révolutionnaires déterminés à Alep et ailleurs, parce que justement, ils veulent les éliminer. Ils sont déjà dans le coup d'après. Eux sont convaincus que la révolution va aller jusqu'au bout. Et l'ancienne qu'on entend depuis 30 mois, vous comprenez bien que si nous livrons des armes aux Syriens, elles iront immédiatement dans les mains de ces djihadistes, voire d'Al-Qaïda, et augmenteront encore et davantage le chaos. Alors, il y a d'abord le précédent du Mali, où pas une arme qui avait été livrée aux insurgés libyens n'a été retrouvée dans les mains d'Al-Qaïda, ce qui veut dire que les circuits de distribution peuvent être contrôlés. Et d'autre part, il y a quand même la preuve par l'absurde. Ça fait 30 mois qu'on ne fait rien et que les djihadistes sont chaque jour plus forts. Donc on pourrait peut-être se demander si c'est vraiment une solution aussi intelligente et rationnelle que cela. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de temporalité et d'errance de la diplomatie internationale. Il y a 1 an, nous étions avec Marc Moincher les matins en Turquie pour parler de la Syrie. Nous étions allés en Syrie, Azaz notamment, qui sont aujourd'hui des régions aux mains des djihadistes, qui étaient il y a 1 an des régions qui étaient aux mains de l'armée syrienne libre. On voit en l'espace d'1 an comment le rapport des forces a pu changer dans ces régions. Aujourd'hui, quels sont les moyens de rattraper de façon efficace ces errances de la diplomatie internationale qui, à force d'avoir hésité il y a 1 an à agir pour aider ceux qui pouvaient se renforcer utilement sur le terrain, a finalement, comme vous l'avez dit, laissé des boulevards abominables aujourd'hui aux djihadistes qui laissent aujourd'hui quasiment aucun choix
autre que d'essayer d'aller à Genève pour éviter le chaos, on ait le choix entre une solution négociée avec le régime et cette coalition affaiblie internationalement. Jean-Pierre Philu. Je crois que de toute façon, il y aura intervention. Que plus on attend, plus elle se déroulera dans des conditions calamiteuses, que plus on attend, plus son impact sur la tragédie syrienne sera discutable, mais que de toute façon, Bachar el-Assad porte en lui le chaos comme les nuages, l'orage, et qu'il amènera le monde entier, y compris ses protecteurs, à une situation d'intervention, parce qu'il ne s'arrêtera que quand il aura littéralement tué le dernier Syrien qui lui résiste. Daniel Salnave. Oui, en vous écoutant parler du lendemain d'une révolution et des dangers que vous évoquez autour du développement du djihad, je voulais vous ramener un peu en arrière à des moments où vous avez occupé des fonctions, en particulier en Tunisie. Et je me souviens que des années avant la révolution tunisienne, vous évoquiez, c'était en 2004 ou 2005, donc il y a presque 10 ans, vous évoquiez l'importance et le rôle à venir de ce que vous appelez un islam populaire. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous entendiez par là et nous dire ce qu'il en est advenu? Jean-Pierre Philu. Je vous remercie beaucoup de faire référence effectivement à cette expérience tunisienne. Il y a tout simplement des sociétés qui sont ce qu'elles sont, ni bonnes ni mauvaises, mais qui ont leurs valeurs, qui ont leur dignité. L'islam en est une composante essentielle. C'était le cas en Tunisie, Ben Ali voulait le nier, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. C'est le cas aussi en Syrie. À mon avis, en Syrie, vu l'ancienneté et la profondeur de cet islam, le paradoxe, c'est que ça pourrait se passer mieux. Mais enfin, j'espère ne pas trop me tromper. Merci Jean-Pierre Philu. Restez avec nous pour écouter les séquences suivantes dans ce qui nous arrive. D'un mot juste, vous avez une expression magnifique pour parler de ces Alépins qui, malgré tout, ont l'air d'être de sacrés personnages, drôles, beaucoup d'humour. Vous parlez d'un humour anthracite. Oui, parce que c'est au-delà du noir. C'est effectivement... Mais humour quand même. Ah, humour, bien sûr, bien sûr. Et on s'amuse. Alors, je peux vous dire la dernière, qui est sur Obama. Ils disent, Obama, qu'il est gentil, qu'il a le cœur bon, il est merveilleux. Il veut pas nous faire du mal. Comme il sait que Bachar va tout casser, il attend que Bachar casse tout pour intervenir et n'avoir rien à casser lui-même. Qu'il est sympa, Obama. Je vous écris d'Alep, au cœur de la Syrie en révolution, Jean-Pierre Philu. C'est publié chez De Noël. Nous changeons d'heure ce week-end.